un point compliqué du conflit. On a eu une sorte de pause depuis l'été dernier, pas une pause réelle, parce qu'il y a eu des combats, mais ça veut dire qu'on n'a pas eu de changement sur la ligne de front, donc il nous fait rappeler le conflit de la Première Guerre mondiale entre 14 et 18. Là, vraisemblablement, on s'annonce sur un printemps qui apparaît comme plus violent, avec des lignes de front susceptibles de bouger. D'une part, parce que Vladimir Poutine va avoir les effets de sa mobilisation partielle de l'été dernier, et en plus, Zelensky, de l'autre côté, va recevoir la livraison des chars et des armes occidentales. Donc on va arriver sur un tournant du conflit. Je pense que ce que vise Vladimir Poutine, c'est faire en sorte que les Occidentaux baissent l'intensité du soutien à l'Ukraine, parce que si par cas il baisse l'intensité du soutien à l'Ukraine, donc la livraison de certaines armes, il peut prendre le dessus dans ce qu'il espère l'offensive la plus décisive pour la Sainte Patrie, comme il l'appelle, au cours de ce printemps. Et donc vraisemblablement, il mise tout dessus, et si par cas il ne se passe rien d'ici l'été, nous, c'est ce qu'on croit, en tout cas on va sortir une publication dessus, on pense qu'on se dirigera sur... c'est le millénaire. Oui, tout à fait. On pense qu'on se dirigera vers une sorte de scénario à la Corée. Donc coréanisation du conflit, et donc des frontières gelées et partissées comme ça, et donc une paix sans avoir de paix pendant les 20 prochaines années. Benjamin Morel. Évidemment, de toute façon, tout ce qui est mention d'uranium, nucléaire ou armes, dans ce sens-là, fait peur aux populations en raison du caractère radioactif, et il ne faut pas oublier que l'Europe a connu le drame de Tchernobyl. Dans tous les cas, ça fait peur. On a eu les mêmes points dans la guerre en Ukraine lorsque certaines centrales nucléaires ont été prises d'assaut, ou en tout cas saisies par les Russes. Moi, je pense qu'on arrive quand même sur un point difficile quand même pour la coalition occidentale. Si on fait le récapitulatif, vu qu'on est à plus d'un an de guerre, c'est que le soutien occidental envers l'Ukraine n'a pas varié à minima jusqu'à l'été. Donc on était sur un soutien clair de l'opinion publique. Une fois qu'on arrivait sur des livraisons d'armes dites offensives, ou nucléaires ou radioactives, on a vu que le soutien était en train de baisser dans tous les sondages qu'on a vus, que ce soit de l'IFOP ou celui sur les différentes enquêtes publiques menées en Allemagne, au Royaume-Uni, etc. Donc je pense qu'on arrive à un point de tournant. Et pourtant, de l'autre côté, Zelensky veut anéantir la Russie, et donc du coup, parce que c'est seulement une paix, donc il va demander des armes offensives. Il y a le vouloir, et puis il y a ce qui va se faire, la faisabilité des choses. Et c'est pour ça que je parle du soutien public de l'Occident. Macron est dans une situation difficile. L'Angleterre, le Royaume-Uni n'a plus Boris Johnson, qui était l'un des meilleurs soutiens de Zelensky. Joe Biden a changé de position. Il n'a plus la même position qu'au début du conflit, notamment en raison des mid-terms auxquels on a vu l'impact de la guerre en Ukraine sur l'opinion publique américaine et sur les citoyens américains. Et donc, du coup, il a changé de position dessus pour conserver une majorité au Sénat. Et quand vous prenez l'ensemble des pays, l'Allemagne a toujours été la plus réticente historiquement vis-à-vis de la Russie. Et donc, du coup, qui est capable de porter le fer et de soutenir Zelensky de manière plus intensive lorsque vous aurez l'offensive russe en printemps? Si vous partez sur une offensive russe, vraisemblablement, l'opinion publique européenne, à minima occidentale, soutiendra davantage l'Ukraine. Mais si par cas, vous avez un conflit qui est gelé, moi je pense, et donc c'est notre scénario, qu'on arrive sur une coréanisation du conflit avec des frontières dites gelées, parce qu'en fait, on fera un cessez-le-feu et ça ne bougera pas pendant des décennies. Des décennies et des décennies. C'est correct, Benjamin Morel. Quand vous regardez la position d'Emmanuel Macron depuis sa première élection en 2017, officiellement, il gonfle le torse et il dit « on ne cédera jamais ». La vérité, c'est que si vous prenez tous les épisodes d'épisodes sociaux ou de conflits, il a toujours cédé lorsque vous avez mis 5 pecnos avec un drapeau en bas de l'Élysée. Lorsqu'il cède lors Attention à ce que vous dites et à votre vocabulaire. Je vais expliquer pourquoi je l'emploie comme ça. Parce qu'en fait, les gens ont compris comment fonctionnait Emmanuel Macron. Officiellement, en posture, il gonfle le torse, il dit qu'il est super puissant, qu'il ne cédera jamais, mais en vérité, il cède à chaque fois. Lorsque vous avez la crise des Gilets jaunes, et lorsque vous prenez la chronologie, il donne l'argent aux Gilets jaunes après que l'Arc de Triomphe soit saccagé. Après que les racailles est venu faire leurs courses sur les Champs-Élysées et piller les boutiques, etc. Quand vous prenez les différents épisodes sur la réforme des retraites, c'est lorsque vous avez manifestation nombre sur la première réforme des retraites qui cède sur l'âge pivot qui était notamment porté par Édouard Philippe. Il y a eu une pause pendant la crise sanitaire. Mais en fait, ce qu'on est en train de vivre est en période accélérée et accentuée et radicalisée de la période qu'on avait déjà connue entre 2018 et 2020, avant la crise sanitaire. Et quand vous prenez les derniers épisodes en décembre dernier, lorsque vous avez des manifestations sauvages à la SNCF, il a cédé, il a donné une augmentation aux cheminots. Lorsqu'il y a Est-ce que vous ne mélangez pas les gilets jaunes qui sont... Parce qu'on avait fait à l'époque une vraie différence entre les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points, qui sont pacifistes et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, et les gilets jaunes qui sont en colère, qui utilisent des armes, qui utilisent des MH, etc. Est-ce que vous ne mettez pas tout dans le même sac? Moi, je pense que vous avez raison de distinguer, mais au final, la vérité, c'est qu'il n'a pas cédé
Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Non, mais il n'a pas donné à. Il n'a pas les moyens de scruter, de savoir. Non, mais il n'a pas cédé. Mais Macron. Tiens, toi, je te donne pas parce que tu as incendié un quart de flic, et toi, je te donne parce que tu es resté tranquille dans un rond-point. Quand vous prenez la première manifestation des Gilets jaunes, les 3 premiers samedis, si je ne me trompe pas, en termes de temporalité, sur les premières manifestations pacifiques, il ne cède pas. Il dit même qu'il maintient la fiscalité écologiste, etc. Donc il aurait dû céder à ce moment-là. Il aurait dû céder à ce moment-là. Vous avez raison. Vous avez raison, et surtout que le projet était absurde d'un point de vue économique. C'était d'abord le 80 km/h et ensuite la hausse du carburant. Tout à fait. Ouais. Moi, je pense qu'il aurait dû céder à ce moment-là. Et en fait, c'est le message que vous adressez à la population. Lorsque vous portez des revendications qui sont dites légitimes, vous n'êtes pas reçu, vous êtes méprisé. On arrive sur la réforme des retraites actuelle et qui conduit à cette période-là. Attendez, je reviens sur... parce que là, on est en 2018, c'est novembre 2018. Ouais. On est à, un an, pas tout à fait, et demi d'expérience politique. Tout à fait. Pour Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas le côté débutant, j'allais dire, qui l'a conduit à dire, tiens, moi j'ai vu mes prédécesseurs. Enfin, il avait quand même un prédécesseur direct, et je parle sous votre contrôle à tous les deux, qui, à la moindre manifestation, finalement, cédait à la réforme. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a cédé et cédé. Moi, je pense que, par exemple, on va arriver sur l'épisode de la réforme des retraites. Est-ce que, au final, la violence qu'on rencontre aujourd'hui sont le fait des professionnels du bordel, de l'extrême gauche, de l'ultra gauche, qui sont des spécialistes, qui cassent à Saint-Soline, comme ils ont cassé à Bordeaux, comme ils ont cassé à Paris, etc. Moi, je pense que c'est vraisemblable au vu des notes transmises par le renseignement, en tout cas que la presse a pu consulter. Ensuite, après la violence générale et le fait que le climat se soit détérioré, on peut dire que c'est la faute de l'exécutif et c'est la faute du président de la République. Parce que lorsque, au départ, les syndicats ont demandé à être reçus au début du projet de loi, il les a pas reçus, il les a méprisés, il leur a marché dessus. Lorsque l'Assemblée nationale a voulu faire porter des amendements, il leur a marché dessus. Lorsque le Sénat a voulu réécrire le projet de loi, il a imposé le vote bloqué. Lorsque les syndicats ont redemandé à être reçus, il leur a marché dessus. Et ensuite, maintenant, il est prêt à la recevoir. Il est prêt à recevoir quand il est faible, en fait. Et donc, du coup, les gens ont compris, non pas que la violence marchait à minima, mais que c'est le rapport de force qui fait plier Emmanuel Macron. C'est pas parce que vous portez des bonnes revendications, vous pouvez essayer de le convaincre, en fait. Mais quand vous êtes contre lui, mais vous n'êtes pas fort contre Macron, tout le monde sait qu'il ne cédera pas. Et donc, une partie de la population se dit qu'en mettant des actes de violence, Emmanuel Macron a une chance de céder. Et moi, je pense que c'est un des points qui est essentiel, qui peut être une marque de fabrique du macronisme et qui peut conduire en fait le macronisme à une chute, comme ça avait conduit, comme vous l'avez tout à fait rappelé, Hollande à une chute, en sachant qu'il n'était pas capable de pouvoir tenir le pays, en tout cas l'ordre et la loi. Et ce qu'on arrive à Saint-Soline va conduire dans ce sens-là. Il est vraisemblable que la manifestation de mardi prochain aille dans ce sens-là aussi et qu'on arrive à une radicalisation, en tout cas accentuée, notamment depuis le 49-3. Sachant que on a une situation d'impasse. La situation d'impasse parce que quels sont les pouvoirs du président de la République à l'heure actuelle? Soit il peut changer de Premier ministre, mais est-ce qu'un changement de Premier ministre sans élargissement de majorité peut avoir un impact sur l'opinion publique? Ou est-ce que dans les dernières manifestations, on a vu que les critiques étaient davantage adressées contre le président de la République, donc Emmanuel Macron, que contre Elisabeth Borne? Changer de Premier ministre. Non, mais on va y arriver. Quel Premier ministre? C'est quoi l'alternative? Sa tactique. Et pourquoi sa tactique à Emmanuel Macron, c'est de jouer le pourrissement, de laisser les violences prospérer. Je ne dis pas qu'il organise les violences, mais d'espérer un réflexe légitimiste comme lors des Gilets jaunes et comme en mai 68, pour espérer ensuite dissoudre en mettant Darmanin à Matignon. Voilà, c'est ça son plan, en gros. Voilà, c'est ça son plan. Ensuite, après, est-ce que ça marchera ou pas? Moi, je suis très sceptique. Sa deuxième option, c'est de retirer son projet de loi sur les retraites et donc de faire comme Chirac au moment du CPE. Ensuite, après, est-ce que le retrait du projet de loi, le fait de ne pas le signer, la réforme des retraites, puisse marcher? La troisième possibilité, c'est que le Conseil constitutionnel, et c'est ce qu'il espère aussi, censure une partie de son texte, et donc du coup qu'il puisse dire la procédure. Vous voyez, c'est pas de ma faute. Voilà, la procédure, c'est pas de ma faute. Et ensuite, après, si par cas, le Conseil constitue laisse passer le texte, et c'est pas l'abri que Fabius lui fasse pas ce cadeau empoisonné, et qu'il n'a pas l'option de retirer ni changer de Premier ministre, il reste qu'une dernière option qui puisse calmer le pays, c'est une démission. Mais je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas la logique qu'avait le général de Gaulle, il n'a pas le sens de l'État qu'avait le général de Gaulle, donc vraisemblablement, il s'accrochera jusqu'au bout, avant au moins de tenter une dernière opération, avant une dissolution, donc ce que je vous expliquais sur le pourrissement du pays et mettre Darmanin à Matignon. Voilà, c'est ça qu'il veut faire. Darmanin? Pourquoi Darmanin? de ce que j'ai compris, c'est que Macron Vous avez compris quoi? Joue le pourrissement, c'est ce qui se discute en Macronie. Il joue le pourrissement, il joue sur le fait qu'il y aurait une radicalité dans le pays et donc la violence.
Et pourquoi lui précisément? Parce qu'il incarne en Macronie ce qui est censé apporter l'ordre. Je dis pas que ça va marcher, moi je suis très sceptique. Mais en tout cas, c'est ce que lui croit. Et donc, il mettrait Darmanin pour restaurer l'ordre. Ensuite, après, il dissoudrait l'Assemblée nationale. Que ça va apaiser le pays, moi, Gérald Darmanin à Matignon. Mais moi, je pense que c'est une idée stupide. Mais je vous dis que c'est quel est son plan. Benjamin BMT. Moi, je pense qu'il y a une partie des gens qui pensent que c'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est une erreur tragique parce qu'en fait, il est en train de perdre la main. L'avantage du macronisme, c'est une forme de bonapartisme ou sarkozysme plus modéré. Donc en fait, c'est l'avantage d'être tout le temps en mouvement et de tout le temps d'avoir la main. Une fois qu'Emmanuel Macron est dans la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire qu'il n'a plus la main, Emmanuel Macron ne sert plus à rien. On ne veut pas de Macron comme père de la nation, on ne veut pas de Macron comme gestionnaire ou Macron comme petit père des peuples, etc. On n'en veut pas. Le seul avantage qu'avait Macron, et c'était son origine ADN politique, c'est de se présenter face à l'immobilisme incarné par Hollande et donc de casser les barrières, de casser les codes de la vie politique, de lever les barrières sur le marché de l'emploi, de lever les déterminismes sociaux. C'est ça, sont les vraies évolutions. Et une fois qu'il n'est plus ça, il ne sert à rien politiquement. Et je pense qu'on arrive dans un point où sa question de la démission doit être posée. Pourquoi est-ce qu'elle doit être posée? Parce qu'en fait, on ne peut pas retirer le texte pour calmer la population. On ne peut pas changer de Premier ministre pour calmer la population. Il n'a plus de levier institutionnel, il n'a plus de levier financier, parce il a cramé tout son capital politique pour obtenir 10 milliards d'euros. Donc si par cas il doit faire des mesures sociales sur l'inflation, il n'aura pas d'argent nécessaire. Et donc ça pose la question, il lui reste le volet international. On aurait pu se dire, il fait une cohabitation pour laisser à un Premier ministre LR la gestion de l'économie et du régalien, et lui s'occupe de la défense et des affaires étrangères. Mais il peut même plus le faire, parce que maintenant il n'a plus de capital politique à l'étranger.